Bonsoir, bienvenue à toutes et tous. Vous êtes nombreux ce soir. Nous sommes ravis de vous proposer cette webconférence parce que c'est vrai que quand on est concerné par la maladie pour soi ou pour un proche, on a souvent envie de faire au mieux et mieux manger, mieux prendre soin de soi et parfois se tourner donc vers des compléments, des solutions qu'on pense qui sont naturelles. Et on a donc envie d'agir aussi, d'aider, de prendre un peu la main. Et ce soir, c'est précisément le sujet que nous allons traiter de façon très concrète avec nos invités des sujets du quotidien, que ce soit l'alimentation, la phytothérapie, les médicaments et les traitements du cancer, et donc toutes ces interactions qui sont possibles. Donc ce soir, on va vous offrir des repères fiables, des réponses à vos questions grâce au docteur Benjamin Bertrand. Bonjour, docteur Bertrand, vous êtes pharmacien au centre hospitalier de Grasse. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à Euh, tous. Nous serons également avec Claire Devert, qui est infirmière en pratique avancée au centre hospitalier de Créteil. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Et Delphine Mathivon, qui est infirmière en pratique avancée à Gustave Roussy. Bonsoir, Madame Mathivon. Bonsoir et merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Et nous avons la chance ce soir d'avoir le témoignage d'une patiente des réseaux de patients en réseau Martine, qui va nous partager son parcours, son vécu et peut-être ses questions. Je laisse Laure la présenter. Merci à toutes et tous d'être là et je vous souhaite à tous une très bonne webconférence. Bonsoir, donc juste deux mots pour vous dire donc bonsoir et vraiment un accueil tout particulier sur ces questions du quotidien. On a tout le temps des questions donc sur nos réseaux, mon réseau cancer. Il y a déjà énormément de questions dans le chat. Alors on va tout de suite vous dire que c'est impossible ce soir de répondre à vos questions extrêmement précises sur votre situation. On va pas pouvoir répondre à chacun, j'ai ce traitement, j'ai ce cancer, je me pose la question de prendre ce complément, cette plante, etc. Donc, par contre, on va vous donner des clés de compréhension et des clés de ressources pour vous-même, mais aussi éventuellement pour en parler avec vos équipes. Donc, voilà. Donc, on est très content d'aborder ce sujet qui est entre guillemets assez touchy, où parfois on a un peu plein de sons de cloche très différents. Et effectivement, ce soir, on va prendre des cas concrets, des exemples concrets dans différentes maladies, différents types de cancers. Et on va commencer par donner la parole à Martine, que je remercie beaucoup d'être avec nous ce soir. Martine, donc, a été touchée par un cancer de l'ovaire et tu vas pouvoir nous partager un petit peu ton parcours de soins, déjà, parce que cette maladie cancer de l'ovaire, elle est assez peu connue. Dans quelques jours, le 8 mai, c'est la journée mondiale du cancer de l'ovaire, donc c'est l'occasion d'en parler. Et puis, dans un deuxième temps, par rapport au traitement et justement aux interactions. Donc, bonsoir Martine, merci à toi et on te donne la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, En fait, mon histoire a commencé le 20 janvier 2019. J'ai appris que j'avais un cancer des ovaires aux urgences entre deux portes. J'ai été transférée au centre Léon Bérard à Lyon une semaine après, où là j'ai rencontré mon oncologue spécialisé dans le cancer des ovaires, qui m'a proposé un essai clinique. Et donc le surlendemain, j'étais en chimio avec le Taxol, le Carbo et le pembrolizumab. Donc, du coup, un parcours de traitement avec un essai clinique, si je Un me essai souviens bien. clinique en pembrolizumab euh, où l'on m'a en fait informé que le pamplemousse était interdit. Mais ça a été la seule interdiction. En fait, j'ai continué à me nourrir comme je me nourrissais auparavant. Et c'est seulement à la consultation préopératoire de la laparotomie médiane où j'ai appris qu'en fait, les épices pouvaient interagir, entre autres, pouvaient fausser le résultat. D'accord. Donc, en fait, c'est question de l'alimentation, notamment avec certaines épices, qui n'était pas forcément quelque chose d'abordé, ou en tout cas, dans l'essai clinique, il était préconisé d'éviter
pour d'éventuelles interactions. Oui. Et du coup, est-ce que de ton point de vue, ces questions autour, voilà, des aliments qu'on peut prendre ou pas prendre, c'est quelque chose qu'il faut vraiment solliciter parce qu'on n'est pas au courant? Enfin, quel est ton ressenti par rapport à ça? Est-ce que tu as eu Tout à fait, c'est indispensable. Alors, euh, moi, mon cas, ça a été en fait les premières semaines, je ne m'y suis pas intéressée. Et effectivement, à partir, puisque j'ai eu de la chimio néoadjuvante avant, je me suis intéressée à ce moment-là lorsqu'on m'a dit, bah non, le curcuma, non, non, ça peut interagir. Donc effectivement, je m'y suis intéressée. Effectivement, j'ai eu des compléments alimentaires, mais proposés par le chirurgien. Donc là, je n'avais pas de doute. Mais effectivement, euh, j'ai pas été assez sensibilisée dans ce domaine. Merci beaucoup. Et c'est un peu un enjeu complexe pour une association de patients comme la nôtre. Et c'est tout l'objet de ce soir, c'est justement de donner des clés, de se poser ces questions qu'on n'a pas forcément au départ. Et en fonction des parcours, parce que c'est vrai que ce que tu décris, cancer de l'ovaire, parfois on est adressé en urgence pour très vite commencer son parcours de traitement. Et il n'y a pas toujours le temps de toutes ces consultations, d'annonces, d'explications auxquelles on accède peut-être plus facilement en fonction des parcours. Donc, c'était aussi quelque chose qu'on voulait mettre en avant ce soir, c'est que normalement, c'est tout bien expliqué, en fait, avec la consultation d'annonce infirmière, notamment, qui reprend euh, ce que préconise l'oncologue, mais toutes les situations et toutes les prises en charge permettent pas forcément ces interactions, et donc c'est important de s'informer. Donc, du coup, on va passer la parole. Merci beaucoup, Martine. On va passer la parole donc au docteur Benjamin Bertrand, qui est pharmacien clinicien. Donc ça, je le dis parce qu'en fait, c'est peu connu. La plupart d'entre nous, on connaît les pharmaciens d'officine. Il faut savoir qu'on est nombreux à se former pour aller travailler à l'hôpital. Et donc, les pharmaciens cliniciens, ils ont cette spécialité. Et du coup, c'est des grands spécialistes du médicament, notamment en oncologie. Et on est ravis de donner la parole à un pharmacien qui va nous expliquer pourquoi tout ça peut interagir et pourquoi c'est important de vous informer là-dessus. Eh ben super, merci beaucoup. Très belle introduction. Je remercie bien sûr notre patiente témoin. C'est toujours très intéressant pour nous d'avoir le retour en direct de nos patients. Ça nous permet de nous remettre un peu en question dans nos pratiques. Et effectivement, la question des interactions médicamenteuses, en tant que pharmacien clinicien, occupe une part importante finalement de nos réflexions, de nos pensées. Et c'est vrai, je me permets de rebondir sur le terme de pharmacien clinicien. Je pense que on a besoin de pharmaciens au quotidien dans une prise en charge multidisciplinaire, surtout en oncologie, parce que le médicament, comme je vais essayer de vous le montrer, reste un point, une clé de voûte dans le traitement en oncologie et il faut qu'on y accorde toute l'importance et il faut qu'on explique au patient tout ce qu'il faut mettre en place pour lui offrir le meilleur de son efficacité. Alors, je vais essayer avec quelques diapositives assez rapidement de vous expliquer un peu le principe et après on prendra le temps sur 2 cas cliniques peut-être. J'espère que ça permettra d'illustrer. Et enfin, quelques outils à la fin pratico-pratiques pour essayer de vous donner les clés pour vous laisser acteur de votre traitement. Pour nous, c'est très très important. Donc peut-être pour commencer, quelques explications. Effectivement, comme je le disais, nous, pharmaciens cliniciens, on est très intéressés sur le médicament, mais effectivement, il faut remettre le médicament au centre du traitement. Malheureusement, en 2026, ça reste la clé de voûte dans de nombreux parcours de soins en oncologie, que ce soit dans 2 situations, qu'on soit dans une maladie localisée, où on fait assez souvent appel quand même à un traitement médicamenteux, souvent appelé chimiothérapie, mais on va voir qu'il y a quand même maintenant des nouvelles thérapies ciblées qui viennent compléter ou remplacer les traitements de chimiothérapie. Et en situation d'une maladie localisée, finalement, le traitement médicamenteux reste très très important pour compléter souvent la main du chirurgien et travailler ensemble pour réduire le risque de récidive. Et dans une situation d'une maladie métastatique, d'une maladie qui peut être avancée avec des localisations à distance, et bien là, le médicament restera le point central dans le traitement et on aura besoin de lui offrir toute son efficacité pour réduire les localisations connues, souvent qu'on a pu mettre en évidence au PET scan, et éviter l'apparition de nouvelles localisations à distance. Et c'est vraiment le médicament pris sur le long cours qui va nous offrir cette efficacité-là. Finalement, les interactions médicamenteuses, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on n'en parlait pas beaucoup. Moi, je l'explique parce que jusqu'à présent, l'immense majorité des traitements médicamenteux étaient faits en hôpital de jour. C'est-à-dire que les patients viennent en hôpital de jour toutes les semaines, tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, voire parfois tous les mois,
selon le protocole de chimiothérapie. Et les patients passent la journée en hôpital de jour avec une présence médicale qui est importante. L'oncologue passe vous voir assez souvent, les infirmières sont toujours là, elles prennent toujours un temps pour discuter avec vous, pour prendre de vos nouvelles, vous interroger sur la tolérance, sur vos habitudes de vie. Et on a un dialogue qui est très fréquent, qui est très important et qui permet de prendre en charge plein de petites choses. Mais finalement, depuis la fin des années 2000, on a quand même vu apparaître un certain nombre de thérapies orales. Alors pour nous, c'est une avancée. On imagine que pour les patients, ça va permettre de gagner en autonomie, de rester plus à domicile et de moins venir à l'hôpital, ce qui pour nous semble être une avancée. Par contre, ça veut dire que les patients sont un peu plus isolés, sont un peu moins pris en charge d'un point de vue médical. On compte sur l'autonomie des patients et probablement que c'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître ces problématiques d'interaction parce que peut-être qu'au début, il y avait un défaut de suivi de la part des équipes et on a besoin, et c'est tout l'intérêt des présentations qui suivront, de discuter des différentes modalités de suivi pour assurer la même qualité de suivi, même en étant à domicile. Et bien sûr, une deuxième explication sur un peu l'avènement de ces problématiques d'interaction, ce sont les découvertes des thérapies ciblées qui sont plus sensibles aux interactions que les chimiothérapies à l'ancienne qu'on fait en perfusion. Donc peut-être pour continuer, nous on a beaucoup réfléchi comme dans tous les hôpitaux, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour mieux accompagner les patients avec cet essor des thérapies orales. Et finalement, on repose l'accompagnement des patients sur 4 points. Il y a 4 points primordiaux pour qu'une thérapie orale offre le meilleur de son efficacité. Le premier, c'est le bon usage. Il faut que le traitement soit pris à la bonne posologie, au bon moment de la journée. Le deuxième point repose sur l'adhésion thérapeutique. Il faut vraiment que le patient soit observant et prenne la bonne dose tous les jours. Et on sait que chaque dose manquée, et c'est une perte d'efficacité qui peut être significative au fur et à mesure. Alors moi, j'explique à chaque fois aux patients, 1 ou 2 oublis, c'est pas grave, mais les thérapies orales sont des médicaments qui marchent très bien à condition de les prendre. Donc ça, c'est vraiment le deuxième enjeu qui est primordial. Et le troisième enjeu, c'est le cœur de nos discussions de ce soir, c'est vraiment la problématique des interactions. Et là, c'est un peu effectivement le cœur de métier des pharmaciens. Et en tant que pharmacien clinicien, mon rôle est de voir les patients en consultation et de discuter avec eux de l'ensemble des traitements, des substances qu'ils prennent pour vérifier que ce soit bien compatible avec les traitements. Et le quatrième point qu'on n'abordera pas forcément ce soir repose sur la gestion des effets indésirables. C'est vraiment un des 4 points principaux. Et pour ça, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, cela nécessite une prise en charge pluridisciplinaire avec de nombreux intervenants. L'oncologue, c'est ce que je dis aux patients à chaque fois, c'est un peu la clé de voûte, le chef d'orchestre de ce parcours, mais bien évidemment, on a énormément besoin de toutes les autres personnels, que ce soit les infirmières et notamment nos IPA qui nous accompagnent de plus en plus et qui sont très importantes, et bien sûr les pharmaciens cliniciens. Et tout cela doit reposer sur un parcours et en ville et à l'hôpital. On a vraiment besoin de tout le monde. Peut-être pour vous expliquer un peu moi ma démarche, au sein de mon établissement, on a pu mettre en charge un protocole de coopération entre les pharmaciens cliniciens et les oncologues qui nous ont amenés à voir les patients en consultation, les patients qui ont un traitement en oncologie par voie orale, ce que j'appelle une TO, une thérapie orale. Et finalement, quand j'ai fait un peu les statistiques sur mon activité de 2025, j'ai pu suivre 90 patients, ce qui représente 375 consultations. Finalement, au cours de ces 375 consultations, j'ai pu dépister 472 problèmes liés au traitement, que ce soit sur chacun des 4 points que je vous ai évoqués à la diapositive d'avant. Et finalement, vraiment, le fil conducteur de cette soirée, ce sont les interactions. Finalement, pour 89 patients, je me suis aperçu qu'il y avait 15% des patients qui avaient au moins un souci d'interaction. 7 patients avaient un souci d'interaction entre la thérapie orale en oncologie et le traitement de fond. Et il y avait 9 patients, donc plus de patients encore, qui présentaient une interaction significative entre le traitement d'oncologie et ce que j'appelle les thérapies alternatives et complémentaires, qui regroupent l'ensemble des substances, des produits que les patients peuvent être amenés à prendre en complément des traitements. Et c'est vraiment suite à ce constat-là qu'on s'est dit il faut vraiment faire quelque chose. Et encore une fois, c'est le but de cette soirée, d'essayer de vous donner quelques guides pour mieux vous accompagner, pour mieux accompagner les patients au cours de leur traitement. Alors ça, c'est la diapositive un peu rébarbative, mais c'est intéressant de bien comprendre. Finalement, les interactions, elles peuvent être de 2 types. Vous pouvez voir sur la gauche du dessin les interactions qu'on appelle pharmacodynamiques. Alors c'est un nom un peu barbare, mais c'est pour englober l'ensemble des interactions où on peut voir une substance prise en parallèle de la thérapie orale en oncologie qui va rentrer en compétition avec l'efficacité du traitement du cancer sur leur cible.
Les deux effets des deux substances peuvent soit s'additionner, voire même interagir en synergie, ou au contraire, l'effet des deux substances peuvent être antagonistes et l'effet de la substance prise en plus peut venir altérer, voire annuler l'efficacité des traitements. Donc dans les deux situations, ce sont vraiment des situations qu'on redoute et qu'on doit vraiment éviter. Dans la partie droite du dessin, ça regroupe une deuxième catégorie d'interactions que sont les interactions pharmacocinétiques. Et ce sont malheureusement les plus fréquentes avec les thérapies ciblées. Vous savez, à chaque fois qu'on prend un médicament, il passe par 4 étapes dans le corps humain. La première étape, le médicament doit être absorbé. Ensuite, le médicament doit être distribué à travers le réseau sanguin jusqu'à la cible pour faire son activité. Ensuite, le corps dispose d'un mécanisme d'élimination naturelle des substances et notamment des médicaments qui passent souvent par le foie. On appelle ça le métabolisme. Et enfin, cette phase de métabolisme va permettre d'inactiver le médicament qui arrivera dans la 4e phase avec la phase d'excrétion. Et finalement, on est en train de s'apercevoir qu'il y a de nombreuses substances et notamment de nombreuses plantes qui peuvent interagir à chacune de ces 4 étapes. Donc la problématique, comme pour les interactions pharmacodynamiques, on peut avoir au résultat soit une perte d'efficacité des médicaments et à ce moment-là une diminution de l'effet thérapeutique, ou au contraire, on peut avoir un ralentissement de l'élimination du médicament actif. À ce moment-là, dans le sang, il y aura plus de médicaments actifs et on est exposé à un risque d'augmentation des toxicités. Donc vraiment, dans les deux cas, c'est très délétère et charge à nous de vous orienter, de vous guider pour une meilleure prise en charge et une meilleure gestion des interactions. Peut-être pour mieux l'illustrer, je vous propose de parcourir 2 cas cliniques. Le premier que je vous propose, c'est une dame qu'on a pris en charge dans mon centre en début d'année. Malheureusement, c'est une dame qui a été de 76 ans cette année, qui avait été prise en charge en 2014 pour un cancer du sein en situation adjuvante, qui a eu son traitement complet avec de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie et qui avait bien conduit son traitement par hormonothérapie. Malheureusement, on a été confronté à une reprise métastatique à distance. 12 ans après, c'est relativement rare, mais malheureusement, la maladie est revenue sous forme métastatique sur une découverte d'un taux de calcium trop élevé dans le sang, qui était responsable de troubles du rythme. Donc l'oncologue a proposé, suite à la RCP, un traitement de première ligne relativement standard maintenant, avec une thérapie ciblée qui s'appelle l'abemaciclib et une hormonothérapie. Dans ses antécédents, la patiente avait de l'hypertension, un diabète de type 2 et une candidose oropharyngée qui a été pris en charge par le médecin traitant. En parallèle, elle nous a fait part d'un certain nombre de problématiques et notamment de la fatigue qu'elle soulageait en prenant un complexe de vitamines et de plantes qu'elle avait trouvé en parapharmacie. Et sur les conseils, je crois, de quelqu'un de sa famille, elle prenait également un complément avec des produits antioxydants pour essayer de booster la prise en charge de son cancer. Et c'est vrai qu'elle est passée entre les mains de l'oncologue qui lui a prescrit son traitement. Et finalement, jusqu'à ce qu'elle arrive dans mon bureau, personne n'avait tiqué. Mais moi, alors c'est mon métier effectivement, mais quand je vois et le traitement de fond du patient et les compléments qu'elle prend, et ben malheureusement, il y a plusieurs interactions. Et c'est justement le rôle de ma consultation qu'on puisse les détecter et proposer au patient une conduite à tenir qui soit adéquate pour offrir la meilleure efficacité à son traitement. Je vais rapidement vous les détailler pour que vous compreniez à quel point ça peut être important. En ce qui concerne les interactions entre la thérapie orale, donc l'abemaciclib, le traitement du cancer pour cette patiente, et son traitement de fond, et bien finalement, il est compliqué pour les patients de mettre en évidence ça, mais l'ensemble des professionnels de santé ont à leur disposition des outils qui permettent de mettre en évidence une interaction importante avec le fluconazole. C'est un traitement qui avait été prescrit par son médecin traitant pour sa candidose oropharyngée. Et finalement, le fluconazole, il a une interaction significative avec son abemaciclib. Pourquoi? Parce que le fluconazole, il vient inhiber les cytochromes. Les cytochromes, c'est quoi? Ce sont les petites machineries qu'il y a au niveau hépatique, au niveau du foie, qui sont là pour éliminer les médicaments du cancer. Donc le fluconazole, sa problématique, c'est qu'il venait ralentir l'élimination de l'abemaciclib et il y avait un risque de majoration des toxicités du traitement ciblé que la patiente venait de commencer. Donc ça, il a fallu le prendre en charge, le régler parce qu'on ne pouvait pas se permettre, et en tout cas, c'était l'avis de l'équipe, on ne pouvait pas se permettre de laisser cette interaction significative auprès de la patiente. Avec les traitements de fond, il y avait une deuxième interaction significative qui nous a posé souci. Cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. C'est qu'en fait, le traitement qu'on devait initier pour le cancer du sein métastatique, l'abemaciclib en l'occurrence, il présentait une interaction sur le traitement de fond du patient
Et dans ce cas-là, il ralentissait l'élimination du médicament pour le diabète, le traitement de fond par metformine que prenait la patiente. Donc dans ces cas-là, ça risquait d'exposer la patiente à une augmentation des toxicités de son traitement de fond et nous l'avons également pris en charge en adaptant les doses du traitement de fond de la patiente. Donc vous voyez, dans les deux cas, on était exposé à un risque d'interaction significative qui a été pris en charge par l'ensemble de l'équipe. Et je vous ai présenté en illustration, on était face à une patiente, comme à peu près 50% de nos patientes, qui avaient recours à des compléments alimentaires, des complexes vitaminiques qui faisaient appel à des plantes. Et dans notre cas-là, bien sûr, on a été confronté à la problématique du curcuma. Alors je sais que le curcuma est relativement à la mode en ce moment et présenté comme éventuellement présentant des propriétés anticancéreuses qui n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité. Par contre, ce qui est certain, c'est que le curcuma, le traitement du cancer qu'on avait besoin d'initier, dans notre cas, c'est l'abemaciclib. Pourquoi? Parce que le curcuma, finalement, comme les médicaments, présente un effet inhibiteur des cytochromes. Donc c'est le curcuma, de manière certaine, aux doses qu'on trouve dans les complexes vitaminiques disponibles en parapharmacie, présente cet effet inhibiteur et va ralentir l'élimination de l'abemaciclib. Donc encore une fois, c'est un message hyper important. Dans ce cas-là, le curcuma, il a fallu qu'on le contre-indique. J'ai expliqué à la patiente qu'il était nécessaire de le mettre de côté pour l'instant, car il n'était pas compatible avec le traitement qu'on avait besoin de commencer. Alors, ce qui est très important, c'est que il faut toujours parler de la dose. On a des doses importantes dans les compléments alimentaires sous forme de médicaments qu'on trouve en parapharmacie. Par contre, à l'heure actuelle, en quantité aux doses alimentaires, il n'a jamais été mis en évidence d'interaction. Donc c'est un message qui est un peu complexe, mais je le redis, le curcuma, il a fallu le contre-indiquer à cette patiente dans les médicaments qu'elle avait trouvés en parapharmacie ou en grande surface. Par contre, il est tout à fait possible de le poursuivre à dose alimentaire de temps en temps pour faire la cuisine, il n'y a pas de souci. Et si vous vous souvenez bien, la patiente prenait un deuxième complément alimentaire qui contenait du ginseng, qui est également très à la mode en ce moment. Et malheureusement, il a fallu le contre-indiquer, il a fallu que je le contre-indique à la patiente. Pourquoi? Parce que le ginseng, il est également responsable d'une interaction significative avec l'abemaciclib qu'on devait commencer. Cette fois-ci, le ginseng, il a l'effet inverse. Il est en capacité d'augmenter l'efficacité des cytochromes, donc des mécanismes d'élimination des traitements du cancer. Et cette fois-ci, on risque de diminuer l'efficacité du traitement. Et bien sûr, comme d'habitude, les patients nous répondent, et si je prends les deux en même temps, est-ce que ça ne va pas se compenser? Bien évidemment, on est incapable de répondre à ces questions-là. Donc vraiment, je pense que dans cette situation, en tout cas, moi, c'est ma philosophie que j'explique aux patients à chaque fois en consultation. Ne prenons aucun risque, donnons la meilleure chance au traitement du cancer. Donc ces deux compléments à base de plantes, on a vraiment recommandé à la patiente de les arrêter. Donc vous voyez, c'était vraiment un cas où on avait des interactions et avec les traitements de fond et avec les plantes que la patiente souhaitait prendre. Le cas numéro 2, c'est le cas d'un homme qui malheureusement était traité pour un cancer du poumon métastatique avec une mutation relativement rare qui s'appelle ALK et qui avait bénéficié d'une première ligne par une molécule qui s'appelle l'alectinib en 2024. Et il a fallu qu'on réévalue le traitement en 2025 avec une nouvelle ligne de traitement par l'orlatinib. Et cette fois-ci, je vous ai refait des petites illustrations qui représentent l'ensemble des éléments que j'ai pu collecter au cours de ma consultation. Le patient avait un traitement de fond par oméprazole et statine. Et dans ses habitudes de vie, il nous a fait part d'un stress important qu'il essayait de prendre en charge à sa manière avec des tisanes à base de sauge et également du vapotage avec du CBD. Et c'est un patient qui avait entendu dire que le café était contre-indiqué avec les traitements, donc il avait remplacé ça par du thé. Et là, malheureusement, encore une fois, il y a un certain nombre de plantes ou de produits auxquels on est habitué et ça nous a fait tilt. Et au cours de la consultation, on a pu passer en revue l'ensemble de ce que le patient prenait. Et vous allez voir, on a également trouvé pas mal d'interactions qu'il a fallu qu'on prenne en charge. Par rapport à ces traitements, on s'est d'abord posé la question par rapport à l'oméprazole. Vous savez, l'oméprazole fait partie de la grande famille des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons. Ce sont des médicaments utilisés pour soulager l'acidité gastrique. C'est un symptôme dont se plaignent la majorité des Français. On estime qu'il y a plus de 50% des patients qui prennent des IPP.
Dans ces cas-là, il y avait une interaction significative entre l'oméprazole et le lorlatinib. Pourquoi? Parce que, comme dans le cas clinique précédent, l'oméprazole va modifier l'efficacité des molécules des cytochromes, des petites machineries qui éliminent les thérapies ciblées orales. Et dans ce cas-là, l'oméprazole est un inhibiteur de ces machineries. Donc, encore une fois, on ralentit l'élimination de la thérapie ciblée avec une augmentation du risque de toxicité. Pourquoi on s'est intéressé principalement à l'oméprazole? Parce que, comme je vous l'ai dit, les molécules antiacides nous posent des problèmes avec la majorité, avec l'ensemble finalement de ces thérapies orales en oncologie. Pourquoi? Parce que l'ensemble des thérapies orales en oncologie, elles ont besoin de l'acidité de l'estomac pour être absorbées. Et avec ces médicaments suppresseurs de l'acidité, finalement, ça va ralentir la manière dont le corps peut les absorber. Donc vraiment, il faut en discuter au cas par cas et vraiment poser la question à son oncologue, si possible avec un pharmacien que vous pourrez voir. Et il faut vraiment qu'on se dise que l'ensemble des médicaments antiacides sont à manier avec énormément de précautions. Alors, dans ce cas-là particulier, il n'y a pas d'interaction significative, mais avec la majorité des traitements, il faut vraiment qu'on ait tous à l'œil ces médicaments antiacides, que ce soit les IPP, que ce soit les médicaments qu'on prend pour se soulager sous forme de sachet, le Gaviscon, le Maalox, ce genre de choses, ou même on a des patients qui prennent du bicarbonate. L'ensemble de ces traitements complémentaires doivent être pris avec énormément d'attention. Pourquoi ce cas est particulièrement intéressant? Parce qu'on avait également une interaction avec les plantes. Vous vous souvenez, le patient nous a dit que pour essayer de soulager son stress, il prenait des tisanes à base de sauge. Et malheureusement, la sauge on a différentes études qui nous ont démontré que la sauge pouvait modifier l'élimination du lorlatinib. Donc dans ce cas-là, encore une fois, il a fallu le contre-indiquer. Et ce qui est important comme message, je vous le redis, c'est que avec la sauge, comme pour le cas précédent, comme avec le curcuma, il n'est pas question de le contre-indiquer pour une utilisation alimentaire, c'est-à-dire une tisane de temps en temps. À l'occasion, il n'y a pas de problème. Il n'a jamais été mis en évidence d'interaction aux doses qu'on appelle alimentaires. Par contre, plusieurs tisanes tous les jours de manière répétée pendant de nombreuses semaines de suite, on risque d'atteindre des quantités de molécules importantes à l'origine d'interactions. Donc encore une fois, ça, il a fallu le contre-indiquer et orienter le patient vers d'autres plantes pour lesquelles on sait qu'il n'y a pas d'interaction. Et enfin, avec les habitudes de vie, ce cas est particulièrement important parce que le patient nous a dit prendre du thé. Et ce patient, malheureusement, est toujours fumeur. Et on sait qu'on a également des risques d'interaction avec le thé et la nicotine. Il a fallu également qu'on le contre-indique aux patients. Encore une fois, avec le thé, pas de problématique. On peut rassurer l'ensemble des patients. Un thé de temps en temps, il n'y a pas de souci. Le problème est quand la quantité est importante et répétée tous les jours. Et enfin, la dernière interaction que je souhaitais vous partager, c'est avec le CBD. On sait qu'il y a une certaine mode en ce moment pour le CBD en automédication. Par contre, attention, ça a parfaitement été bien documenté lors de l'expérimentation CBD thérapeutique avec des médicaments à base de CBD disponibles en pharmacie. On sait que le CBD est pourvoyeur d'interaction. Donc, encore une fois, nous, on le répète systématiquement aux patients, ne le prenez pas sans en parler à votre équipe. Dans ce cas-là, avec le lorlatinib, il a fallu le contre-indiquer. Bref, vous voyez avec ces deux cas cliniques, vous voyez qu'il y a énormément de produits qui peuvent faire des interactions. Mais il faut quand même qu'on vous donne quelques pistes. Alors, mes deux dernières diapos, c'est pour donner quelques pistes aux patients. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Par rapport aux médicaments, la chose la plus importante, normalement, votre oncologue doit vous interroger sur quels médicaments prenez-vous pour vos pathologies de fond. C'est très important. Il faut à un moment ou à un autre que dans l'ensemble de votre équipe, que ce soit au moment de la consultation d'annonce paramédicale, que ce soit au moment de la consultation avec l'oncologue, que ce soit lors de la consultation avec le pharmacien, il faut vraiment qu'on vous pose la question quels sont vos traitements de fond et à nous de faire attention aux interactions. Dans le meilleur des cas, en tout cas moi dans mon établissement, on a vraiment mis en place des bilans de médication systématiques avec les pharmaciens qui sont faits à l'hôpital, qui peuvent être faits également par mes collègues pharmaciens d'officine. Il faut vraiment qu'on se préoccupe de l'ensemble des médicaments que vous prenez. Et finalement, le point central peut-être de mon intervention, c'est de vous alerter sur le risque d'interaction avec les thérapies alternatives et complémentaires. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour la santé. Vous l'avez vu, il y a de nombreux risques probables ou de risques réels d'interaction avec vos traitements du cancer qu'il faut mettre en balance avec un bénéfice qui est pour l'instant incertain de ces thérapies à base de plantes. Donc vraiment, toujours demander conseil.
Demander à qui, c'est un peu la problématique et je vous incite vraiment à suivre avec beaucoup d'attention les conférences de mes deux collègues qui vont suivre parce qu'on sait qu'en ville, finalement, le conseil n'est pas toujours facile. Mes collègues pharmaciens de ville sont parfois un peu en difficulté. Je ne pense pas que Internet soit une bonne source, sauf peut-être les deux éléments que je vais vous présenter sur la diapo suivante à manier avec énormément d'attention. Et peut-être que à l'heure actuelle encore, vos équipes hospitalières sont les plus habituées pour répondre à ces questions-là. Et enfin, pour ne pas vous laisser sans solution, je vous présente trois petits trucs et astuces qui, moi, m'aident tous les jours. Peut-être sur la partie gauche, ce site internet drugs.com, qui est un site américain qui est en accès libre, c'est pour ça que je vous le partage, qui permet de tester deux molécules, de rechercher les interactions médicamenteuses entre deux molécules. C'est un site qui est gratuit. Il n'y a pas besoin de créer d'identifiant et peut-être qu'en tout cas, ça peut vous aider si à un moment vous souhaitez vérifier les interactions entre des médicaments. La ressource du milieu, c'est un site internet développé par le MSKCC. Vous pouvez taper dans votre moteur de recherche MSKCC About Herbs. C'est une base de données qui est très 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 bien faite, qui permet de reprendre plante par plante les interactions connues. Alors malheureusement, comme le site précédent, c'est en anglais, mais en tout cas, c'est une source d'information très importante pour les interactions avec les plantes et également disponible sous forme d'application sur votre smartphone qui s'appelle About Herbs. Encore une fois, l'accès est gratuit et ouvert à tous. Je pense que si vous cherchez des informations, en tout cas, c'est une bonne source. Et enfin, la troisième et dernière source d'information que je souhaitais vous partager, il existe sur Internet de nombreuses fiches de bon usage qui présentent la manière dont il faut prendre les thérapies orales. Et en général, à la fin, il y a un chapitre important sur les interactions. Moi, je vous partage celle-là, les fiches Oncolien qui ont été faites par la Société française de pharmacie oncologique. C'est celles qui, je trouve, les meilleures, mais il y en a de nombreuses autres équivalentes. Et en tout cas, c'est également un accès à une information facilitée et digérée qui vous permet de retrouver l'ensemble de ces éléments. Bref, pour ne pas vous prendre trop de temps, j'ai repris trois messages clés. Pour moi, le premier message clé, c'est qu'il faut vraiment qu'on ait tous à cœur d'offrir la meilleure chance aux traitements médicamenteux en oncologie. Ils sont très, très, très importants. Au niveau des thérapies orales, on a besoin de vous offrir une prise en charge globale tout au long de votre parcours de soins. C'est très bien que les patients soient acteurs de leur traitement. Je pense que c'est une évolution, une révolution pour la prise en charge, mais à nous de mettre à disposition des patients l'ensemble des outils pour que ça se passe bien, notamment au niveau des interactions. Et enfin, peut-être s'il n'y avait qu'une seule phrase à retenir, j'invite l'ensemble des patients toujours à discuter avec leur équipe médicale au sens large avant de prendre un autre médicament ou un produit, même d'apparence anodine. On n'est pas à l'abri d'une interaction et je pense que c'est vraiment l'ouverture vers l'intérêt d'une prise en charge pluridisciplinaire qui fait appel à l'ensemble des professionnels et en ville et à l'hôpital pour répondre à l'ensemble des questions des patients. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Bertrand. Vous nous avez expliqué pourquoi les interactions et on a beaucoup de questions sur les interactions qu'on prendra à la toute fin parce que nos deux intervenantes suivantes vont certainement répondre à certaines d'entre elles. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est quelque chose de tellement sur mesure par rapport au traitement qu'on prend, etc. Est-ce qu'on peut avoir accès à une consultation pharmaciens partout. Anita, qui partageait son témoignage, nous disait que elle, en fait, comme elle est traitée à domicile, elle n'a pas accès dans son établissement à ce genre de consultation. Donc, on a vu toutes les fiches que vous avez partagées, qui sont d'ailleurs sur mon réseau cancer. Donc, vous pouvez retrouver. Mais est-ce qu'il y a des endroits où on peut avoir une consultation comme ça, ou est-ce que c'est le pharmacien de ville qui en sait autant que vous? Très bonne question, merci beaucoup. Alors effectivement, malheureusement, les consultations de pharmacie clinique ne sont pas disponibles dans l'ensemble des établissements. Après, c'est vraiment en train de se démocratiser. Donc malheureusement, dans certains centres, c'est toujours pas disponible. Alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre oncologue de manière tout à fait déontologique, qu'est-ce qu'il y a dans les établissements voisins. Et en tout état de cause, le pharmacien d'officine est également en mesure de faire un entretien. Il a même une rémunération pour ça, faire un entretien autour de toutes ces questions-là. Après, malheureusement, l'accès est un peu inégal pour l'instant, je le regrette. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, à l'hôpital, l'ensemble des intervenants
que ce soit nos IPA, nos IDEC, nos oncologues, tout le monde commence à avoir cette fibre-là et cette attention-là. Donc vraiment, je vous incite à en discuter dans votre centre. Forcément, quelqu'un pourra vous répondre. Merci beaucoup. Et donc, nous allons donner la parole à Madame Devert. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Claire Devrouette, infirmière en pratique avancée en oncologie à l'intercommunale de Créteil dans le Val-de-Marne. Je vais vous parler du parcours de soins, de l'accompagnement et du suivi des patients de manière un petit peu générale et je vais évidemment adapter au sujet d'aujourd'hui. Donc, le parcours en oncologie, hors situation d'urgence, comme on l'a pu voir tout à l'heure, ce qui peut arriver, ce qui malheureusement voilà, arrive de temps en temps, mais reste assez rare quand même, c'est voilà, on a le diagnostic qui est fait souvent sur biopsie, etc. On a une discussion qu'on appelle RCP, donc réunion de concertation pluridisciplinaire, dans laquelle il est décidé un traitement en collégialité. Ce n'est jamais une seule personne qui décide du traitement adéquat. Ce traitement va être ensuite présenté lors de la consultation d'annonce médicale avec l'oncologue au patient. Et ensuite, alors, ce que je vais vous présenter, c'est, je dirais, un petit peu l'idéal. En tout cas, c'est ce qui nous est demandé en termes de recommandations aujourd'hui dans la prise en charge des patients. Il est normalement proposé une consultation d'annonce infirmière ou consultation d'annonce paramédicale. Et on peut rajouter de plus en plus, nous c'est ce qu'on fait dans mon centre hospitalier, une consultation médicamenteuse et notamment quand on introduit, comme l'a présenté mon collègue précédemment, les thérapies orales. On a ensuite donc un suivi qui se met en place avec souvent une alternance de suivi clinique, je vous expliquerai après comment ça se passe entre l'infirmier en pratique avancée et l'oncologue, et avec donc la possibilité de poursuivre, de modifier ou d'arrêter le traitement si nécessaire. Donc, qui vous allez rencontrer dans votre parcours de soins, l'oncologue bien évidemment, l'infirmière d'annonce ou l'infirmière de coordination, qui peut des fois être la même personne, le pharmacien clinicien, on l'a vu, c'est encore un petit peu rare, mais c'est de plus en plus démocratisé et c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de toute manière des recommandations. L'infirmière en pratique avancée, pareil, hein, c'est de plus en plus présent dans les services d'oncologie. Et bien sûr, les infirmières de proximité, les infirmières d'hôpital de jour ou d'hospitalisation, ce qu'on appelle les infirmières de soins généraux. Tous ces professionnels ont des rôles bien définis, mais vous allez voir que tout est lié finalement et chacun va pouvoir apporter des éléments de réponse à vos problématiques et à vos questionnements. Donc l'oncologue, son rôle principal aujourd'hui dans le parcours de soins, dans votre parcours de soins, c'est bien sûr de discuter de votre dossier en RCP, de porter en fait les résultats de vos examens de biopsie et de discuter de la meilleure prise en charge possible avec ses collègues, tout en sachant que de plus en plus dans ces RCP, on retrouve des IPA, des infirmières de coordination, des professionnels de proximité qui connaissent bien les dossiers aussi et les patients. On décide de ce traitement-là. C'est l'oncologue qui annonce le traitement lors de sa consultation, avec aussi une évaluation des fragilités et la remise du plan personnalisé de soins. Ce sont probablement des termes que vous avez entendus, qui vient expliquer un petit peu la fréquence des traitements, toutes les étapes un peu du traitement jusque à la fin de la prise en charge. Il y a la remise des ordonnances et l'oncologue à ce moment-là va demander une consultation paramédicale. Aujourd'hui, en tout cas dans notre centre, mais c'est aussi à peu près ce qu'on voit dans d'autres centres, quand on est sur de la chimiothérapie, la consultation paramédicale n'est pas forcément systématique, ça va vraiment être intégré quand on va évaluer des fragilités importantes, ce qu'on appelle les parcours complexes. Par contre, dans le cas de la thérapie orale, et ça je pense que le docteur Bertrand a bien insisté dessus, étant souvent des nouveaux traitements, des nouvelles thérapeutiques, des nouvelles modalités de prise en charge et impliquant aussi du coup un suivi à domicile, la consultation d'annonce paramédicale est souvent un petit peu d'office, justement pour bien cadrer les choses et pour permettre aussi un relais du coup hospitalier pour les personnes qui sont à domicile. Et ça rejoint un petit peu la question qu'on a eue juste avant. Je suis en thérapie orale chez moi, toute seule, je n'ai vu personne.
ça interroge un petit peu. Normalement, il est quand même censé y avoir voilà, des personnes qui rentrent dans cette prise en charge et qui doivent être un relais à l'hôpital pour ce suivi-là. Et donc, le premier relais qu'on va avoir, c'est l'infirmière d'annonce ou l'infirmière de coordination, comme je l'ai dit, qui peuvent être la même personne ou deux professionnels différents, qui va réaliser donc une consultation d'annonce paramédicale, qui va consister en fait à reprendre les termes qui ont été dits pendant la consultation d'annonce médicale pour, d'une part, vérifier la bonne compréhension de ce qui a été dit en termes d'annonce de la maladie et des traitements, et ensuite qui va reprendre avec le patient, qui va traduire d'une certaine manière les effets secondaires, la prise en charge, et qui va pouvoir établir un planning de la fréquence des traitements pour faciliter un petit peu la compréhension du patient et voilà, obtenir une meilleure adhésion à la prise en charge des traitements. Elle va aussi pouvoir proposer des soins de support, ça je pense que c'est un terme que vous avez tous entendu, qui est de plus en plus utilisé. Ces soins de support vont permettre voilà, une meilleure observance des traitements, qui vont aussi pouvoir améliorer la gestion de certains symptômes. Ce sont des choses qui peuvent être mises en place dans vos structures hospitalières ou bien en ville avec des associations. Et souvent, de plus en plus, on met en place un suivi téléphonique avec des plateformes informatiques, avec des applications ou un suivi téléphonique simple. Et si nécessaire, cette infirmière de coordination peut voilà, faire un relais auprès de l'IPA ou de l'oncologue s'il y a une problématique sur la prise de sang, sur des choses comme ça. Et ce temps d'annonce, il est aussi très important parce que, on le sait, l'infirmière et l'oncologue, voilà, le médecin et l'infirmière en tout cas, n'ont pas forcément la même approche auprès du patient. Ce sont des métiers qui sont complémentaires. Et cette complémentarité, elle a d'autant plus d'importance que souvent le patient va avoir plus de facilité à confier certaines choses à l'infirmière. Et c'est là qu'en général, on va pouvoir découvrir justement, ou en tout cas avoir cette facilité de discuter avec du patient de ces fameux compléments alimentaires, de ces questionnements autour de l'alimentation, autour des conseils qui ont pu lui être donnés de son pharmacien, de sa famille, de ses amis, de ce qu'ils ont pu voir sur Internet. Et c'est un moment assez privilégié qui va nous permettre de déconstruire certaines choses, de pouvoir donner des informations à ce moment-là le plus factuel possible. Et si nécessaire, justement, de décider d'une conciliation médicamenteuse avec un pharmacien clinicien. Nous, on a la chance, pour le coup, de pouvoir proposer cela dans notre centre hospitalier. Et tant sur, par exemple, le patient qui va avoir une ordonnance, là on a vu des exemples avec 2-3 molécules, finalement c'est presque assez facile. Aujourd'hui on a des patients qui se retrouvent parfois avec 10-15 molécules. Donc voilà, tout ça, ça apporte de la complexité et le pharmacien va pouvoir avoir un vrai regard clinique et spécialisé sur cette problématique, y compris aussi du coup sur les compléments alimentaires. On va retrouver aussi l'infirmière en pratique avancée. Peut-être que certains d'entre vous ont pu bénéficier de prise en charge de ces nouveaux professionnels qu'on voit maintenant émerger depuis 5-6 ans, notamment en oncologie. C'est des professionnels donc, qui viennent, on va dire, s'intégrer à la fois entre le métier d'infirmier et le métier de médecin, avec des prérogatives cliniques, diagnostiques, et qui peuvent intervenir à tout niveau de la prise en charge, sauf au moment du diagnostic. L'IPA ne peut pas poser le diagnostic de cancer. Par contre, elle est tout à fait habilitée à faire les évaluations globales, le dépistage des fragilités, des comorbidités, l'examen clinique complet, l'évaluation de la tolérance des traitements qu'on vous propose, tant ceux qu'on va pouvoir faire en intraveineuse que ceux qu'on va pouvoir vous proposer en thérapie orale. Et on va pouvoir aussi intervenir au moment de la gestion des toxicités. Ajuster du coup les traitements en fonction de ces toxicités, de ces comorbidités, pouvoir demander des examens complémentaires et prescrire certains traitements, les renouveler ou les modifier. Donc on a aussi ce rôle un petit peu de garde-fou de ces prescriptions et bien sûr de vigilance de ce que nous on va pouvoir peut-être prescrire en plus, etc. Et on a aussi ce rôle de lien avec l'ensemble du service, à la fois l'IDEC, l'oncologue, le pharmacien clinicien, les infirmières de service et bien sûr les acteurs de la ville, infirmières libérales qui peuvent intervenir à votre domicile, le pharmacien d'officine ou le médecin généraliste.
Donc, le pharmacien clinicien, le docteur Bertrand vous a très bien présenté son rôle. Malheureusement, effectivement, ça n'existe pas partout, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va de plus en plus se développer, puisque dans les parcours de soins en oncologie, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé et qui est préconisé dans les dernières recommandations. Vraiment, c'est un rôle primordial de veille au bon usage des médicaments, et pas que de la thérapie orale finalement, mais on a pris l'exemple tout à l'heure de l'IPP, qui est un vrai sujet pas qu'en oncologie, mais dans beaucoup de services, avec parfois un mésusage sur la durée, sur le moment de prise, qui peut du coup le rendre inefficace ou modifier l'efficacité de certains autres traitements. Il vient bien sûr participer à l'adhésion thérapeutique, quand on comprend pourquoi on prend certains traitements, quand on comprend pourquoi on doit les prendre à tel moment, bah forcément on a plus de facilité à les prendre au bon moment et de la bonne manière. Il va venir dépister les potentielles interactions médicamenteuses avec les traitements habituels, mais aussi, comme on l'a dit, avec tout ce qui peut être pris en dehors. Il va pouvoir aussi déconstruire peut-être des idées reçues, des choses qui ont été entendues, qui ont été vues sur Internet, qui ont été confiées par la famille, par l'entourage, par des inquiétudes. Et il va aussi participer en collaboration avec les autres professionnels à la gestion des effets indésirables, en tout cas l'anticipation de certains effets indésirables. Il peut aussi avoir un rôle, ça on l'a pas trop mis en avant, mais un rôle de formation et d'information auprès des équipes. Et ça c'est super important parce qu'on ne peut pas forcément être au taquet sur tous les éléments et être exhaustif en termes de connaissances de toutes les thérapies orales, puisqu'il en existe aujourd'hui énormément. Et l'intérêt c'est aussi de pouvoir se former entre nous pour améliorer aussi nos propres prises en charge. L'importance, en fait, de tous ces professionnels, c'est la synergie, c'est-à-dire vraiment l'émulation qu'il va y avoir entre tous, l'oncologue, l'IPA, l'infirmière de coordination, le pharmacien clinicien et les infirmières de soins généraux. On a tous le même but, c'est vous accompagner au mieux, vous rassurer dans vos prises en charge et sécuriser votre parcours de soins. Et bien sûr, ce qui va être important aussi, c'est de nous rendre disponibles et de montrer que la proximité qu'on est en tant que soignant dans votre parcours de soins est extrêmement importante pour justement libérer complètement votre parole et pouvoir vous dire, voilà, j'ai tous ces acteurs de soins dans ma prise en charge. Quand bien même je prends mon traitement oral à la maison, à un moment donné, je peux faire appel à l'un de ces professionnels. J'ai une question, j'ai une interrogation. On me conseille quelque chose de phytothérapie ou me conseille telle chose. Je ne sais pas vers qui me tourner. J'ai ces professionnels de recours dans mon service hospitalier qui peuvent me permettre de répondre à ma question, de me rassurer, de sécuriser ma prise en charge et de du coup ne pas me mettre en danger. Puisque, on l'a vu, autant il peut y avoir une diminution de certains effets et donc une inefficacité du traitement, ce qui pose aussi problème bien sûr, mais il peut y avoir aussi une maximisation de certains effets, donc une augmentation, une majoration de certaines toxicités et de certains effets secondaires qui peuvent aussi mettre en péril du coup la poursuite de traitement et donc la prise en charge en tant que telle du cancer. Cette importance, on la retrouve du coup dans le rôle de chacun. Je vais pas reprendre parce que ça, on l'a vu, vraiment l'oncologue avec, comme l'a dit le docteur Bertrand, ce côté vraiment pilotage stratégique, chef d'orchestre, expertise oncologique. Et après, du coup, les professionnels qui vont venir apporter de la sécurité, de la coordination, du suivi et de l'anticipation en fait des problématiques. Ce qu'il faut vraiment retenir, et je pense que ça va venir se compléter avec ce qui a été dit avant, c'est l'importance de cette équipe pluridisciplinaire qui interviennent à la fois à des temps clés très particuliers, mais qui interviennent ensemble dans le même but. Qu'on ait des acteurs de proximité avec les mêmes objectifs communs. Et surtout, de ne pas avoir peur de venir vers nous pour nous faire part justement de vos questionnements. On n'a pas à avoir de jugement sur ce que vous allez nous dire. Le but pour nous est de vous apporter le meilleur accompagnement et le meilleur suivi en limitant les risques d'interaction, en vous proposant du coup la meilleure tolérance et la meilleure observance des traitements. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir ne pas avoir de freins et d'obstacles à venir nous dire, mon pharmacien d'officine m'a proposé tel traitement parce que je lui ai parlé de tels symptômes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Aucun problème. On regarde, fiche oncolien comme on a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est compatible? J'ai pas la réponse. Je demande à mon pharmacien clinicien et je reviens vers vous. Voilà. C'est vraiment avoir l'idée de je ne prends pas d'office, je ne m'automédique pas d'office, je pose la question et je sécurise mon parcours de soins. Voilà. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Bertrand, là, on parle vraiment de la phytothérapie des compléments alimentaires et il faut rester mesuré sur les contraintes alimentaires, qu'il y a déjà beaucoup quand on prend des traitements oncologiques, que ce soit en thérapie orale ou en chimiothérapie. Donc, ne rajoutons pas de la difficulté à ce niveau-là. Vraiment, c'est un message qui concerne principalement tout ce qui va être phytothérapie, compléments alimentaires et ce qui va être finalement dans des dosages importants. Voilà pour moi. Merci Je vous beaucoup Claire remercie. pour ces messages. C'était vraiment très, très intéressant de bien remettre aussi toute cette équipe pluridisciplinaire et votre rôle en particulier d'accompagnement des IPA et vraiment cette recommandation de parler et de poser la question et quand on ne sait pas, en fait, de se tourner plutôt vers l'équipe prescriptrice de l'établissement de soins qui connaît des thérapeutiques oncologiques. Je pense qu'il faut, pour se remettre quand même dans la vraie vie, un pharmacien d'officine, un médecin traitant, il ne peut pas connaître tout ce qui bouge à toute vitesse pour toutes les Non, thérapies de tous les cancers qui existent. tout à Et fait. donc, en fait, il y a vraiment besoin de cette acculturation et autour de ce patient-là, ce jour-là, en fonction de sa situation, de mettre toutes les personnes et les informations en partage. C'est l'occasion de dire, je vais juste dire deux mots là-dessus, que il y a donc des articles 51, donc des expérimentations autour de l'accompagnement justement de ces thérapies orales qui ont été évaluées positivement et qui sont en cours de transformation pour que dans ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire qu'après, pour tout le monde, on puisse comme ça structurer une coordination hôpital, pharmacien, éventuellement, enfin pharmacien de ville, infirmière de ville éventuellement, Mm, avec des outils digitaux pour vraiment faciliter ce lien entre professionnels, voilà, autour du bon patient et autour de ce traitement et de ces autres problématiques, parce qu'on a bien vu ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il y a tout ce qu'on prend pour le cancer et potentiellement mm, ce qu'on prend pour d'autres problèmes, donc tout à fait. ça fait quand même beaucoup. On a beaucoup de questions, mais qui sont quand même très, très pointues pour chaque personne. Donc, on en prendra quelques-unes à la fin. Mais je propose qu'on donne tout de suite la parole à Delphine Mathivon, qui elle, va nous apporter un regard recherche aussi sur ces sujets avec PhytoCare. Donc, bonsoir Delphine et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup. Donc moi, effectivement, j'ai été explorer un peu le sujet. Donc pour me présenter, donc moi je suis Delphine Mathivon, je suis ancienne infirmière de coordination et donc je suivais des patients sous thérapie orale. Et désormais, je suis infirmière en pratique avancée sur le parcours toxicité, c'est-à-dire que c'est un parcours qui est dédié aux patients qui présentent des effets indésirables au traitement et donc dans lequel on rencontre pas mal de patients et notamment des patients qui nous sont adressés parfois pour des problèmes d'effets indésirables au niveau du foie, de la peau, de la diarrhée, et toujours avec cette même question que l'on pose systématiquement, est-ce que vous prenez d'autres thérapies, de la médecine traditionnelle, des choses comme ça? Et souvent avec la réponse, oui, mais ne le dites pas au cancérologue. Donc, du coup, je me suis dit que pour moi, j'avais l'impression qu'effectivement, ça ressortait pas mal et j'avais besoin de comprendre un petit peu et de pouvoir mesurer cette histoire. Et donc, on a décidé en fait de mener une étude. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans la littérature et j'ai regardé, effectivement, en fait, il y avait pas mal de choses qui étaient ressorties, mais plutôt au niveau international. On montrait qu'effectivement, il y avait pas mal de patients qui se tournaient vers tout ce qui était les médecines alternatives, les médecines complémentaires, les compléments alimentaires, la phytothérapie et les régimes restrictifs, surtout dans le cadre du cancer. Et quand j'ai regardé, ben, j'ai pas retrouvé grand-chose sur le contexte français, qui est quand même un contexte différent que celui du monde. Et donc pour ça, on a décidé donc de mener une étude. Donc c'est une étude que j'ai menée avec plusieurs personnes parce qu'on ne fait jamais de la recherche tout seul. Et donc je me suis entourée de gens très bien. Le docteur Hénard qui est un médecin nutritionniste, le docteur Amélie Godin qui est pharmacienne et le docteur Lapara qui est médecin au sein du parcours toxicité ainsi que plein d'autres personnes.
Et donc, on a décidé en fait d'aller chercher, d'aller comprendre la prévalence, donc est-ce qu'il y avait en fait, quelle était la part de personnes qui allaient prendre à la fois la phytothérapie, complément alimentaire et régime restrictif chez les patients atteints de cancer. Et donc pour ça, me rappelant toujours de cette petite phrase de ne le dites pas aux cancérologues, on a décidé de faire un questionnaire. Donc c'était un questionnaire qui était anonyme. L'idée, c'était effectivement de pouvoir libérer la parole et vraiment avoir un vrai ressenti et une vraie mesure des choses. Et donc, c'est un questionnaire qu'on a pu proposer donc de août à janvier 2025 au sein de Gustave Roussy. Donc, ça a été le choix de le faire au sein de Gustave Roussy parce que c'est quand même beaucoup plus pratique que de faire de la recherche sur plusieurs centres, pour être très clair. Et puis l'avantage de Gustave Roussy, c'est qu'on brasse en fait pas mal de patients qui viennent à la fois d'horizons culturels différents, qui sont à la fois très urbains, très ruraux. Donc il y a un mélange de population qui est assez intéressant et en tout cas, à mon avis, assez reflet de la population française. Et donc on a eu 999 réponses pour ce questionnaire, ce qui en fait quand même quelque chose de assez intéressant d'un point de vue scientifique. Et donc, dans les résultats de ce questionnaire, ce qu'on peut voir, c'est que, en gros, il y avait quand même un patient sur deux qui avait utilisé des compléments alimentaires dans les 3 derniers mois. Donc, on n'est quand même pas sur quelque chose de marginal, c'est vraiment une vraie partie des patients. Et on a un patient sur 7 qui a suivi un régime restrictif. Donc là, j'avoue, petite victoire personnelle, j'étais assez contente de voir qu'il y avait moins de régimes restrictifs que ça l'a été à un moment donné, parce qu'on a eu beaucoup de patients qui suivaient des régimes cétogènes avec toute la pub qu'il y a eu sur le cancer qui se nourrit de sucre. Et effectivement, bah, on voit qu'effectivement, bah, tout ce qui a été fait auprès des patients arrive finalement un peu à porter ses fruits et qu'on se retrouve avec des gens qui perdent pas 40 kilos juste pour servir cette étude sur la souris. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Et puis donc on a voulu aussi chercher à comprendre bah, pourquoi, en fait, par qui, comment est-ce que ça se passait tout ça. Et donc on a posé des différentes questions. Donc là c'est une toute petite partie de l'étude puisque l'étude est en cours d'écriture pour pouvoir la publier. Donc vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations bientôt. Donc, quand on a posé la question, par quels moyens avez-vous entendu parler ou recherché l'information sur les compléments alimentaires? Donc, ce qu'on voit en majorité, c'est vrai qu'en fait, la parole, elle vient surtout de l'entourage. Donc, c'est des gens qui vont effectivement vous conseiller au sein de la famille sans forcément avoir un apport, en tout cas professionnel derrière. Ça peut être aussi d'autres professionnels de santé, des médecins généralistes, pharmaciens et Internet. Donc ça fait partie des choses qui ont été les plus remontées. Et puis, bah, pourquoi, en fait, c'était une question importante à notre goût. Et donc, effectivement, pour la majorité, bah, c'était pour améliorer le bien-être général. Il y a eu aussi renforcer le système immunitaire et atténuer les effets secondaires. Donc, autant de motivations tout à fait légitimes dans le cadre d'un suivi pour un cancer. Et donc, par contre, quand on a posé des questions sur effectivement les potentiels dangers ou l'information, là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait quand même un gros travail à faire, puisqu'il y a finalement qu'un patient sur 7 qui perçoit un danger modéré à élevé dans la prise des compléments. Alors que comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, aussi bien à travers la présentation de Claire ou du docteur Bertrand, il y a effectivement potentiellement des effets qui peuvent être vraiment élevés. Nous, on voit en tout cas sur le parcours toxicité beaucoup de gens qui arrivent avec des effets secondaires qu'on met sur le titre du traitement en fait pour le cancer, de la thérapie ciblée, de la chimiothérapie, alors qu'en fait c'est juste un mauvais mélange à un mauvais moment qui fait qu'ils vont se retrouver avec une toxicité et quand on prend les choses une à une, effectivement, il n'y a plus de problème. Et pour autant, et ça on l'a clairement dit tout à l'heure aussi, 8 patients sur 10 ne savent pas où trouver l'information. Et effectivement, quand on regarde, en fait, même dans les choses qu'on peut vous proposer en termes de ressources d'information, des sites internationaux, c'est super intéressant, mais il faut maîtriser l'anglais. C'est pas toujours hyper user-friendly. Pour pouvoir être très clair, il faut quand même avoir un certain niveau et puis faut vraiment se poser la question pour aller chercher. Donc là, il y a un vrai travail effectivement pour pouvoir libérer la parole, comme disait Claire, et permettre en fait d'avoir accès à ces informations qui sont très importantes. Alors moi, ce que je voudrais que vous reteniez quand même, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont importantes. Tout le commerce en fait de tout ce qui est les compléments alimentaires, c'est un commerce qui est en train d'exploser.
En fait, il y a l'INSEE qui a montré qu'en 2024, ça représentait 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc vraiment, en fait, ce qui est horrible à dire, c'est qu'effectivement, les patients qui sont suivis pour un cancer sont vraiment une proie commerciale. Et donc, ce qui a été montré aussi par la MIVILUD, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, c'est que le cancer, c'est le principal point d'entrée dans les dérives sectaires. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses très bien, mais il y a aussi des choses vraiment pas bien. Et il faut vraiment avoir ça en tête, avoir ce discernement, parce qu'effectivement, on va vous promettre monts et merveilles, mais quelquefois, c'est pas du tout le cas. Et donc, si on devait juste retenir une chose, je pense qu'il faut effectivement pas diaboliser parce que tout n'est pas acheté. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes, qui peuvent vous aider et qui vous permettent aussi voilà, de prendre aussi votre part dans cette aventure et de pouvoir mettre en place des choses. Et pour autant, il faut pas banaliser parce qu'en fait, effectivement, tout n'est pas non plus aussi simple et il y a des interactions avec plein de médicaments. Il y a des choix alimentaires qu'on fait qui peuvent être pas les bons. Il y a des restrictions alimentaires qui ne peuvent être pas les bonnes. On sait quand même dans la littérature que tout ce qui est régime restrictif, ça entraîne une perte de poids et ça, clairement, c'est identifié comme un facteur de mauvaise tolérance au traitement et une mauvaise efficacité des traitements. Donc ça fait partie des choses vraiment à retenir. Et si j'ai encore un dernier mot à passer, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui sont très bien prouvées pour le coup et qui sont bénéfiques à la fois sur la tolérance au traitement et sur la réussite des traitements. C'est la nutrition, avoir une nutrition la plus équilibrée possible avec tout un tas de choses à ajouter avec des fruits, des légumes frais, des poissons, tout ce que vous voulez, ce qui serait quand même beaucoup plus sympathique que d'avaler 4 gélules le matin. Et puis, à côté de ça, il y a l'activité physique. Et l'activité physique, ça fait partie vraiment des grands vecteurs de réussite. Et je pense que s'il y a des choses à faire de votre côté, ça serait plutôt nutrition et activité physique. Et malheureusement, comme le montre le dessin que je vous propose là, c'est que finalement, nous, on est avec PubMed. Donc, la PubMed, c'est le moteur de recherche médicale où sont recensées toutes les publications scientifiques qui font loi, en tout cas en médecine. Et à côté de ça, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a tout ça. Et ils sont beaucoup plus efficaces que nous. Donc, il faut qu'on arrive à se tirer la bourre, mais au moins qu'on arrive à montrer, en tout cas. Et je remercie vraiment tout ce que vous faites ici sur mon réseau cancer parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on arrive vraiment à montrer et à faire passer les messages comme quoi, voilà, il y a des choses et il faut faire attention et le monde n'est pas fait que de gens gentils. Merci beaucoup Delphine, on a hâte de découvrir tous les résultats de cette super étude PhytoCare. Trouve très important de parler aussi de cette toxicité financière, en plus de la Ouais, toxicité des interactions, c'est une vraie réalité. Et c'est effectivement l'occasion de parler des autres options, notamment de soins de support, activité physique, mais aussi plein d'autres choses non médicamenteuses qui font beaucoup de bien et qu'on peut retrouver donc avec son équipe de soins de support, mais aussi à travers nos associations. C'est l'occasion de répondre à une toute petite question très pratique, mais où est-ce qu'on va retrouver le replay? Donc, ça sera diffusé sur nos plateformes et bien sûr sur mon réseau cancer également. Et je pense qu'effectivement, c'est vraiment très important de faire circuler cette information parce comme on voit beaucoup de gens qui se tournent vers les plantes, vers le naturel, vers le bio, il y a beaucoup d'injonctions et c'est important de voir que ça peut vraiment interagir. Donc, on va prendre quelques questions et vous libérer pas trop en retard quand même. T'entends pas, Oriane? Alors, je disais, on a une question parce qu'on entend beaucoup parler de l'intestin comme un cerveau, un organe extrêmement central, notamment avec tout ce qui est microbiote, etc. Et donc, on avait des questions sur les probiotiques. Donc, quel est l'avis sur les probiotiques des professionnels de santé que nous avons ce soir autour de la table, s'il vous plaît? Allez, je me lance, si vous le voulez, mais vraiment, la discussion est ouverte, hein, donc, parce que souvent, comme vous l'avez bien compris, on n'a pas de réponse, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, et c'est toujours compliqué de donner une réponse unique qui convient à tout le monde. Les probiotiques, à l'heure actuelle, il n'y a pas de données médicales qui ont mis en évidence une interaction possible de type pharmacodynamique ou pharmacocinétique avec les médicaments. Donc, on est plutôt en sécurité avec les probiotiques.
Il y a un tout petit point d'appel lorsque on a des traitements qui vont vraiment diminuer les défenses immunitaires des patients, notamment avec des chimiothérapies lourdes. Dans ces cas-là, on a plutôt tendance à les contre-indiquer parce qu'il existe dans la littérature quelques cas d'infection avec les souches qu'il y a dans les probiotiques. Donc, dans ces cas-là, il faut les contre-indiquer. En termes d'interaction, on est plutôt tranquille, en tout cas avec les données actuelles. Mais encore une fois, peser le risque qui, là, dans ce cas-là, est faible, avec un bénéfice qui est plutôt, à l'heure actuelle, non démontré. Moi, j'ai une question aussi pour vous tous. Parmi les personnes qui réagissent, il y a des personnes qui sont un peu partout en France et pas forcément avec justement des consultations possibles avec un pharmacien clinicien et même une infirmière en pratique avancée. Et il y a une suggestion que j'ai trouvée rigolote, mais finalement elle est peut-être intéressante, c'est est-ce que ça pourrait exister une consultation de pharmacien clinicien, mais qui serait entre guillemets tout centre? En fait, on pourrait, ou est-ce que la société de pharmacie oncologique propose un service de conciliation pour un plus petit centre, par exemple, ou une équipe où le pharmacien bah, est malade ou n'est pas là, ou en cours de recrutement, etc. Est-ce que ça existe? Et l'idée, c'était de dire sur Doctolib, on pourrait appuyer pharmacien clinicien, paf, je prends rendez-vous. Alors, encore une fois, merci pour la question qui est très bonne. À l'heure actuelle, non, ça n'existe pas, mais c'est une très bonne piste qu'il faut qu'on garde. Je me dois de rappeler le contexte, en tout cas national, qui est de placer nos collègues officinaux en première ligne. Moi, j'ai pas vocation à me substituer à mes collègues officinaux qui connaissent particulièrement bien les patients, qui les suivent depuis longtemps. En tout cas, à l'heure actuelle, il est prévu que ce soit eux en première ligne. Mais effectivement, en tout cas, si un besoin médical est exprimé par les patients, à nous d'y répondre et à nous de créer des systèmes ingénieux en bonne intelligence pour pouvoir répondre aux besoins de nos patients. Donc, je prends la remarque très bonne et je vous promets d'en discuter au niveau des instances nationales. Ok. Promis. Très bien. Et juste par rapport aux liens que vous avez partagés, on retrouve dans nos dossiers les liens à la fois sur la phyto, mais aussi les fiches pour les médicaments, donc oncoliens ou autres, aussi les thérapies IV, parce qu'on n'a pas parlé de l'immuno et des protocoles de chimio, mais il y a aussi voilà, un certain nombre de fiches qui sont bien faites et qu'on peut retrouver. Pas forcément pour s'imaginer en capacité de tout comprendre, mais aussi pour avoir bah, justement ces sites de référence et éventuellement parler avec vos équipes. Ça peut les aider. Voilà. On m'entend? Oui. Et oui, alors on avait aussi une question sur est-ce que les traitements oraux, on a parlé beaucoup de traitements oraux, mais est-ce que les traitements IV, ça dépend en fait du mode d'administration ou est-ce que ça dépend du principe actif? J'ai la réponse, mais comme on a eu la question, je vous la pose. Alors, je prends la question avec plaisir, même si mes collègues infirmières le savent aussi bien que moi. Non, en fait, ça vient pas de la voie d'administration du médicament, mais du mécanisme d'action. Et c'est vrai que la majorité des médicaments utilisés en cancérologie par voie injectable ont un mécanisme d'action cytotoxique et du coup qui est moins sensible aux interactions, alors que la majorité des médicaments sous forme orale sont des thérapies ciblées qui, elles, sont plus sensibles. Donc, effectivement, on parle souvent d'interaction par voie orale, mais c'est plus par le type de molécule que par la voie d'administration. Merci. Là, je voulais demander à Delphine, vous parliez du docteur Hénard, qui est donc médecin nutritionniste. Il rappelle très bien que des conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui est entre guillemets bien portant ou quelqu'un qui est en plein traitement en termes d'alimentation sont finalement tout à fait différents. Et c'est un peu pareil pour tous ces compléments, alimentation, phyto, c'est que avec un traitement, on n'a pas forcément les mêmes conseils à donner, d'où l'importance de vraiment revenir vers vous, bah, nos infirmières de suivi, nos oncologues, pour bien comprendre qu'en fait, il y a plusieurs vérités et qu'on n'est pas tous dans les mêmes situations. Et quelque chose qui est juste pour quelqu'un qui est voilà, bien portant et peut-être pas du tout adapté pour quelqu'un en plein traitement pour un cancer. Et là aussi, c'est pas évident parce qu'on a beaucoup de nos proches, notamment nos amis, qui nous donnent plein de conseils de tout ce qu'ils ont lu sur Instagram. Ouais, et c'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup de choses, je pense notamment à tout ce qui est les antioxydants, où en fait,
c'est super dans la prévention du cancer, mais en fait, une fois que le cancer est là et que le traitement est en cours, en fait, on vient en fait contrecarrer complètement le traitement qui est parfois en cours. Donc, ça n'a pas de sens. Et pareil, enfin, toutes les préventions sur l'alimentation qu'on peut avoir pour éviter le cancer colorectal, pour éviter tout un tas de choses, en fait, en période de traitement même, on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs. Le- la période de traitement, c'est une période où on veut garder un poids, en fait. Garder un poids, renforcer les apports en protéines. Et ça fait partie des choses qui sont pas du tout transmises, en fait, dans tout ce qu'on peut entendre. Et l'après-cancer, c'est encore autre chose, en fait. En fonction de chaque type de cancer, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, il y a des restrictions alimentaires pour certains. Mais chaque histoire est tellement personnelle que je pense que c'est compliqué de faire des grandes généralités parce qu'il y a le cancer, les comorbidités, donc toutes les maladies qu'il peut y avoir autour, et puis tous les traitements en fait qu'on prend et qui sont tout aussi importants, les traitements d'un point de vue psychologique, les traitements sur la digestion, les traitements, toutes les crèmes, les choses comme ça. Et pareil en fait, on parle là d'interaction. Nous, on voit beaucoup de gens qui viennent avec des problèmes de peau euh, pour des solutions super, très bien. J'aime beaucoup Aromazone, mais là, franchement, ça devient compliqué parce que voilà, tout le monde y va de sa petite tambouille et faire des trucs, sauf que dans l'absolu, c'est super bien quand on a zéro problème de peau, mais quand on a déjà une sensibilité qui est liée en fait au traitement, on risque d'accentuer les choses parce qu'on n'a pas les conservateurs, et même si on peut crier sur les conservateurs, ça a quand même un intérêt. Et donc, honnêtement, on a vu toute une gamme d'aloe vera avec des surexpositions au soleil, des gens qui avaient des réactions qu'on ne devrait pas rencontrer. Et malheureusement, c'est parce que l'information n'est pas passée. Et tout ça, à chaque fois, c'est ça qui est dramatique, part d'une très bonne intention. Merci pour tous ces messages. Merci beaucoup. Alors, on n'est déjà pas en avance. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un tour voilà, un tour de table, un tour d'écran. Martine, je sais pas si vous êtes encore avec nous. Est-ce que vous êtes Non, elle a dû partir pour un rendez-vous, Martine. Elle nous a D'accord. quittés. Alors, Claire, Delphine, Benjamin, comme vous voulez, voilà. La parole est à vous pour les dernières minutes. Allez, je commence, c'est Vas-y. pas de la galanterie, je suis désolé. Mais du coup, vraiment, je crois que le message clé, c'est on n'est pas là pour tout vous interdire, au contraire, on est là pour vous accompagner dans vos besoins de santé. Les idées des patientes et les ressentis des patients sont toujours une clé d'information très importante pour nous. Donc, échangeons sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez prendre, sur vos problématiques, et ensemble, on arrivera à trouver les bonnes réponses. Mais vraiment, on n'est pas là pour tout vous interdire. On a par chance un peu évolué dans nos pratiques. Moi, je rejoins complètement le docteur Bertrand. Je rajouterais quand même un petit bémol, c'est attention à ce qui est dit de naturel. Ce qui est naturel n'est pas forcément toujours non toxique. Donc ça, vraiment, c'est le message, je pense qu'il faut retenir, hein. Comme l'a dit Delphine avec l'aloe vera, c'est un très très bon exemple. Donc attention aux méthodes naturelles et surtout, voilà, n'ayez pas peur d'en parler avec vos équipes de soins et de poser toutes les questions que vous pourriez avoir à ce sujet-là. Oui, bah, je pense qu'on est sur la même dynamique. Et globalement, effectivement, moi, j'ai aussi j'aime beaucoup les pharmaciens de ville. Alors, la pharmacien de ville n'est pas pareil que préparateur en pharmacie. Je pense qu'il y a aussi un sujet là et il faut, je pense, vraiment poser la question au pharmacien qui a l'avantage d'être ouvert beaucoup plus que l'hôpital, beaucoup plus disponible. Il n'y a pas de mauvaise question et il peut reprendre les choses et orienter effectivement parce que globalement, ce qu'on voit, c'est que plus les choses sont faites discrètement et moins bien ça se passe derrière. Donc, il faut vraiment arriver à discuter, à en parler et pas vous faire berner par des gens qui vont vous permettre de croire en des choses incroyables. Donc, soyez vigilants parce que vous êtes vraiment un produit commercial et ça, c'est monstrueux. Merci Merci. pour Ouais. Et je rajouterais juste, Oriane, effectivement, que c'est très utile de rappeler que dans la pharmacie d'officine, c'est une équipe officinale et qu'effectivement, il y a généralement un pharmacien ou plusieurs, mais qui se forment particulièrement à l'accompagnement des thérapies en oncologie. Donc, en fait, ça aussi, c'est important qu'on le sache en tant que patient pour poser la question et se dire, ah, bah, en fait,
c'est docteur Claude qui est celui qui s'est vraiment formé sur l'oncologie. Et c'est peut-être ce pharmacien-là que vous avez intérêt à rencontrer, à prendre rendez-vous, savoir quand est-ce qu'il est à l'officine, pour justement avoir des conseils encore plus adaptés dans le cadre de la pharmacie d'officine. Donc ça, c'est un message très, très utile qu'on n'avait pas encore passé. Merci. Eh ben, merci à tous. On se retrouve, Laure, le 21 mai pour une webconférence sur le cancer du poumon sur les mécanismes de résistance. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme habituelle. En tout cas, merci infiniment. On n'a pas pu prendre toutes les questions parce qu'il y avait des questions qui étaient vraiment très spécifiques par rapport au traitement que vous recevez, etc. Et donc, c'est difficile de pouvoir répondre sur des interactions. Mais on espère que vous avez quand même eu des réponses et des pistes pour aller trouver les informations nécessaires. Très bonne soirée à toutes et tous. À bientôt. Au revoir, merci.